Donc le cœur, c'est souvent d'ailleurs, j'interviens en dernier, le cœur est un sujet souvent qu'on laisse pour la fin. C'est pas un sujet sérieux, après tout, voyons. Donc, mais la civilisation, écrit Michael Oakeshott dans Léviathan, un mythe, n'est en rien quelque chose de solide extérieur à nous, c'est au fond un rêve collectif. Dans la mesure où l'âme est dans le corps, elle est plongée dans un profond sommeil, écrit Plotin. Ce rêve, c'est la civilisation. Et la substance de ce rêve est le mythe, une interprétation imaginative de l'existence, la perception, mais non la solution de l'énigme de la vie humaine. Alors, sursum corda, hein, élevons nos cœurs. Dans l'annonce de la conférence consacrée à l'avenir de l'Europe, il est dit qu'il s'agit, on attend plus qu'une simple réforme, un aggiornamento technocratique de la gouvernance de l'UE, c'est bien une refonte en profondeur de la conception de l'Europe en tant que destin collectif, vision du monde. N'est-ce pas là déjà un mythe? L'Europe en tant que continent et puissance a besoin d'un retour aux sources de l'identité européenne par la réappropriation de son histoire comme préalable à la redéfinition d'une identité géopolitique singulière dans le monde. Je pense que je suis dans le sujet et comme Michel Maffesoli tout à l'heure, je vais m'accrocher à cette idée de métapolitique. Cette réforme passerait, entre autres, par la réévaluation du rapport entre cœur et raison. Je vais proposer quelques réflexions à partir d'une certaine perspective russe, mais pas seulement. En tant que formule, l'Europe du cœur est parfois certes présente dans les discussions publiques, mais elle relève au mieux de l'aveu d'un manque, d'une carence. Au pire, parfois, c'est un simple artifice rhétorique, un peu insipide, vidé de contenu. On le retrouve dans les discours politiques, philosophiques et culturels. On espère exprimer ainsi l'aspiration à une Europe qui ne sera pas seulement économique et institutionnelle, mais une communauté de destin portée par un imaginaire commun, une sensibilité partagée. Déjà dans les années 1950, le père Pire, prix Nobel de la paix, lançait une croisade pour une Europe du cœur, capable d'unir les peuples au-delà des intérêts politiques. C'est sans doute le meilleur usage qu'on peut faire de cette formule. Elle apparaît souvent dans les contextes aujourd'hui liés aux réfugiés, aux migrants, prenant avant tout une dimension caritative. Plus tard, mais il y a des exemples plus caricaturaux. Plus tard, on a présenté le chancelier, par exemple Helmut Kohl, comme un Européen de cœur. Pourquoi? Parce qu'il a permis l'entrée de la Grèce dans l'euro. C'est un grand journal allemand. En 2011, autre exemple, Jacques Delors introduit la commissaire européenne à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté devant des étudiants de Sciences Po, en la présentant ainsi, elle vient de l'Europe du cœur. En 2013, la préservation de l'exception culturelle européenne, donc c'est une initiative du Centre national du cinéma, CNC, est saluée comme une victoire de la véritable Europe, celle qui agit dans l'intérêt des citoyens, sans renoncer à son idéal ni à sa devise, unie dans la diversité. Enfin, la formule apparaît dans les discours électoraux, comme dans ce texte d'orientation des socialistes pour les européennes de 2019, qui insiste sur la nécessité de réconcilier raison et cœur. Je cite, « Nous, socialistes, sommes européens de cœur et de raison ». Donc, mais loin d'être une simple utopie sentimentale, penser l'Europe à travers le prisme du cœur signifie aussi interroger les bases affectives et culturelles d'une possible communauté politique. Le cœur, après tout, c'est le centre, le noyau valorisé d'une culture. Il renvoie à l'implicite, à l'intériorité, l'informulé, les habitudes du cœur. Enfin, il renvoie à la dimension spirituelle
intuitive, émotionnelle de la culture, ce qui rejoint la réflexion sur le réenchantement du monde, notamment de Michel Maffesoli. Mais il y a aussi toute une tradition qui voit dans le cœur le centre de l'être, de la vie psychique et morale, et ne se limite pas du tout à cet aspect sentimental. C'est une notion complexe qui associe des aspects cognitifs, affectifs, actifs, contemplatifs et actifs. En France, Pascal, bien sûr, en raison du cœur. C'est ce double aspect que je voudrais explorer. Qu'est-ce que c'est en fait être européen de cœur? Parler de l'Europe du cœur aujourd'hui, c'est d'abord peut-être une manière de prendre au sérieux le trouble dans l'être, dont il était aujourd'hui d'ailleurs abondamment question, qui semble affecter l'Europe. En effet, son avenir nous paraît incertain. L'on défend toujours une existence qui nous apparaît comme juste, une existence pour laquelle il devrait valoir la peine de mourir. Si notre œuvre, c'est-à-dire ce à quoi on a consacré notre vie, autrement dit, si notre existence ou notre façon de vivre ne vaut pas qu'on la défende de toutes nos forces, alors elle n'est ni juste ni valable. Alors il ne valait pas non plus la peine d'en vivre, de l'aimer, de lui donner toute son énergie, écrit le philosophe russe Ivan Ilyin en 1915, en pleine guerre mondiale. Il ne faut pas faire ici de contresens. Il ne s'agit pas de mettre la culture au service d'une volonté de puissance. La culture a sa propre finalité, le reste viendra. Je me souviens avoir vu à la télévision une jeune franco-algérienne interviewée à l'occasion d'un match de football. Elle disait que pour elle, la France est sa patrie, certes, mais que l'Algérie sera sa patrie de cœur, du cœur. La France sera, donc, si on prolonge la réflexion, une patrie peut-être de tête. Il est tout aussi certain aussi que son Algérie aussi est une Algérie mythique, rêvée. On a une vision qui renvoie à l'imaginaire, et c'est de l'imaginaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'être européen de cœur? On peut même le voir à partir d'une certaine extériorité. L'Européen russe, par exemple, est une figure bien connue de la culture russe, de la littérature. Par exemple, un personnage comme Versilov chez Dostoïevski dans L'Adolescent est la figure classique de cet Européen de cœur, profondément russe. C'est le gentilhomme russe qui devient citoyen du monde, où la culture a l'accès à la culture européenne et aussi une ouverture à l'universel. Je cite... pour le Russe, l'Europe est aussi précieuse que la Russie. Chaque pierre y est douce et chère à son cœur. L'Europe n'est pas moins notre patrie que la Russie, davantage même. Et reconnais-le, mon ami, c'est un fait remarquable que voici déjà près d'un siècle, la Russie ne vit décidément que plus pour elle-même, mais uniquement pour l'Europe. Dans Les Frères Karamazov, Ivan parle en ces termes de son prochain départ pour l'Europe. Je cite, « Je sais bien que je vais dans un cimetière, mais c'est le plus cher de tous les cimetières. » D'ailleurs, l'un des dangers de la civilisation européenne est de sombrer dans une muséification du savoir de la culture. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est malheureusement souvent perçue dans le monde. On est les touristes chinois et autres à Paris. C'est Old Europe, comme disait je parle de Donald Rumsfeld au moment de la guerre de l'Irak. Le philosophe et traducteur russe Vladimir Bibihin, je voudrais juste signaler que tous ces noms sont cités dans le descriptif. J'ai juste oublié Olga Sedakova, mais sinon, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous pouvez les retrouver ici. Donc, Vladimir Bibihin affirme que tout processus réalisable doit tenir en une seule idée forte et qui n'est pas seulement intellectuelle mais aussi émotionnelle. Il faut être animé par une passion, un ton captivant. Ce n'est pas la difficulté qui tue, écrit-il, les grands projets, c'est l'absence des passions, le désintérêt. Dans son ouvrage La Nouvelle Renaissance, il explore la nécessité d'un renouveau culturel philosophique et considère que la civilisation est avant tout un élan, une quête de renouveau et un retour aux sources. Non pas un passé figé, mais comme un ferment de renaissance perpétuelle, un savoir vivant
porté par une quête intérieure, une joie profonde. Quelque chose de semblable a été dit, d'ailleurs tout à l'heure par Michel Maffesoli. L'aspiration à l'Europe comme monde de la culture sophistiquée, d'ailleurs opposé à l'indigence de la culture soviétique, est un thème que l'on retrouve chez le philologue russe, historien de la culture russe européenne, Sergei Averintsev. On trouve une réflexion intéressante sur l'état de l'Europe dans son article de 1996 intitulé « Ma nostalgie », où justement la nostalgie de la grande culture contraste avec la platitude du présent où manque cet engagement existentiel. Voilà, je cite, « Ma nostalgie porte sur cet état de l'homme en tant que type où tout dans le monde humain avait un sens, ou dans le pire des cas, voulait, essayait, devait en avoir un. Et où il était possible que quelque chose soit significatif. La signification en tant que telle, la possibilité même de l'importance, s'est tout simplement évaporée de la vie et est devenue totalement incompréhensible. Son absence a soudain été acceptée par tous comme une norme évidente et saine. Les combats de rue, les barricades, mais cela jadis était l'un des symboles clés de l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui affrontent la police dans les rues, ce sont les punks. Ils peuvent tuer un certain nombre de policiers, risquer leur propre vie, mais cela n'annulera pas la profonde frivolité de la situation. Donc, frivolité, le mot est lâché. L'idée d'une identité européenne partagée est en effet de plus en plus floue. Chacun vit dans une bulle de contenu qui ne favorise plus l'unité. Les références historiques aujourd'hui s'effacent au profit d'une culture de l'instantanéité où les tendances médiatiques dictent les préoccupations. L'Union européenne ne mobilise pas et il est difficile d'inscrire les événements dans une continuité historique. Le passé est vu comme un contenu parmi d'autres qui doit être réadapté pour être consommable rapidement. Donc la culture européenne est de plus en plus transformée en produit de consommation rapide, les musées instagrammables, villes historiques réduites à des décors touristiques. Dégradation de l'enseignement des humanités. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'IA. On voit chez Musk, par exemple, les priorités, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, mais encore, les États-Unis donnent le là, quelque part, pour notre civilisation. Et malheureusement, les humanités arrivent à la dernière place. Donc une crise des imaginaires. On avait depuis longtemps observé que, en effet, que les identités collectives reposaient sur les habitudes du cœur. La formule est de Tocqueville qui définissait les mœurs comme l'ensemble des habitudes du cœur et de l'esprit qui façonnent une société. Donc il parle, non seulement, écrit-il, je l'applique aux mœurs proprement dites, que l'on pourrait appeler les habitudes du cœur, mais aux différentes notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d'eux, et à l'ensemble des idées dont se forment les habitudes de l'esprit. Je comprends donc sous ce mot tout l'état moral et intellectuel d'un peuple. Sous cet angle, la rationalité elle-même peut être vue comme une habitude du cœur. C'est en quelque sorte, il fait référence à la culture dite anthropologique, caractérisée par l'implicite qu'il faut distinguer de la culture, on peut dire au sens de classique, de grand texte. Mais les deux sont aujourd'hui en crise. Il serait d'ailleurs injuste peut-être de blâmer les institutions de l'UE pour cet état de choses. La perte du centre, l'apocalypse culturelle est un thème ancien. Ivan Ilyin, déjà cité, dénonçait l'avènement de la culture sans cœur, besserdechная kultura, rationaliste, une tendance générale et pas seulement européenne. La perte de sens de la verticalité et de la profondeur, et qui avait tendance aussi à opposer la Russie rationnelle à l'Occident rationaliste, peut-être pas lui, mais d'autres. Ivan Ilyin considère le cœur comme le centre spirituel et intuitif de l'homme, en opposition à la culture moderne qu'il juge froide, techniciste, privée de sens métaphysique. La culture moderne produit un sujet sans intériorité, privé de repères culturels et de continuité historique. La véritable culture doit être un acte de foi, d'amour, de contemplation intérieure, et sa pensée peut être lue comme une mise en garde contre la déshumanisation, la perte du sacré,
Il est curieux, d'ailleurs, il se réfère souvent à la mystique orthodoxe, à la prière du cœur, à la tradition hésychiaste. Il estime que le retour à une tradition plus contemplative est nécessaire pour compenser une dérive trop unilatérale de la modernité. Il est curieux d'ailleurs de trouver chez un penseur tel qu'Alexandre Kojève, penseur athée par excellence, celui qui a pensé la fin de l'histoire, dans cette histoire hegeliano-marxiste dont il était question tout à l'heure, la conviction selon laquelle un grand ensemble devait se fonder sur les habitudes du cœur. Il énonce dans son texte sur l'Empire latin de 1945, Kojève était aussi un haut fonctionnaire français qui présentait des suggestions sur la politique étrangère qui sonnent comme étant prophétiques aujourd'hui. En effet, son idée rejoint celle d'une Europe fondée sur un art de vivre, une culture du sensible et du contemplatif. Je le cite, « Il semble que cette mentalité est caractérisée dans ce qu'elle a de spécifique par cet art de loisir qui est à la source de l'art en général, par l'aptitude à créer cette douceur de vivre qui n'a rien à voir avec le confort matériel, par ce dolce far niente, même qui ne dégénère en simple paresse que s'il ne vient pas à la suite d'un travail productif et fécond, que l'Empire latin fera d'ailleurs naître par le seul fait de son existence. » Et il continue, il poursuit, et n'oublions pas d'ailleurs que le catholicisme a surtout cherché, en faisant souvent appel à l'art, à organiser, à humaniser la vie contemplative, voire inactive de l'homme, tandis que le protestantisme, hostile aux méthodes de la pédagogie artistique, s'est surtout préoccupé de l'homme travailleur. Kojève défend l'idée que les nations sont certes obsolètes et que l'avenir est aux empires transnationaux, mais poursuit-il, ils doivent être fondés sur des affinités culturelles. Il écrit « L'Europe latine aura une unité basée sur la sensibilité esthétique et spirituelle. Un empire latin pourrait être un contrepoids à l'hégémonie anglo-saxonne. » Il parle de l'empire anglo-saxon et à la Russie, empire russo-slave. D'ailleurs, le constat de la crise de la culture est aujourd'hui réitéré dans un ouvrage récent d'Olivier Roy, que j'ai ici, justement intitulé « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes ». Donc, en effet, il fait le diagnostic d'une Europe frappée par la crise des imaginaires, de perte de sens. Le discours officiel européen met en avant des valeurs abstraites, démocratie, droits humains, état de droit, ça a été bien présenté par le directeur, mais sans véritable ancrage historique et affectif. Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, parlait du mode de vie européen qui repose sur plusieurs piliers, le système démocratique, diversité linguistique culturelle, l'abolition de la peine capitale, protection des minorités, etc. etc. Et il définit ce mode de vie, voilà, à travers des notions telles que solidarité, tranquillité d'esprit, sécurité, mais la culture y est absente. Comparez ça avec ce qu'écrivait Kojève. C'est bien une déculturation, comme dit, sans acculturation. Il dénonce notamment le globish européen qui appauvrit la langue et la pensée, et qui élimine tout implicite, qui sape la transmission culturelle et anthropologique, les déconstructions systématiques. On peut citer l'exemple des politiques environnementales, une belle cause ruinée par ces politiques, et peut-être on a instauré un préjugé durable au sein de la population, alors que cela n'aurait pas eu lieu d'être. Et bien sûr, c'est un fait. Donc D'accord, très bien. Alors je vais sauter. Je voulais justement évoquer Michel Maffesoli, mais comme il est là avec nous, non, je pense que je vous renvoie à ses ouvrages. Il a certes une vision plus optimiste qu'Olivier Roy, hein, et j'ai tendance aussi à le rejoindre. Et Bibi Hin pensait qu'on n'est pas condamné, l'histoire des civilisations n'est pas une sorte de suite mécanique de cycle, mais il y a toujours une renaissance possible.
Pour éviter aussi bien d'ailleurs le nationalisme, la platitude, il faut peut-être, pour retrouver l'Europe du cœur, commencer par réhabiliter justement la raison, en suivant l'exemple ici de Sergei Averintsev et la poétesse et philologue russe contemporaine Olga Sedakova. Il faudra en effet faire autant l'éloge de la sobriété spirituelle, Trezvenie, Niepces, elle fait l'apologie du rationnel, en renversant l'opposition traditionnelle de la raison et du cœur. C'est le cœur, et d'ailleurs, et non la raison, qui porte souvent l'athéisme. Je la cite ici, ce sera, je suis à la conclusion, je vous rassure. On peut dire que cette nouvelle ancienne rationalité qu'Averintsev affectionne et qu'il nous enseigne est à la fois une résistance au mauvais irrationalisme et au mauvais rationalisme plat, un fidéisme purement sentimental et de tout cœur. Le cœur, s'il ne rendait pas à la vérité et aux faits, se réfugiait dans l'abri de l'intime et de l'inexprimable, dans cette douce illusion. Nous avons tendance à voir l'esprit, la raison, l'intellect et le rationnel, sans trop différencier ces notions, comme opposés à tout ce qui est merveilleux, subtil, magique, inexprimable, à la vie en somme qui échappe à la saisie de la raison. La rationalité, qui appartient à Ordo Sapiente, entend en fin de compte le message du mystère qui ne demande aucune autre explication que la compréhension de sa propre réalité. Continue, je me souviens d'un dessin réalisé à Weimar par Goethe où il illustrait la métamorphose des plantes. Un dessin modeste, mais il est effrayant à regarder. On y voit le mystère du vivant. En fin de compte, toutes les choses issues de Paideia, de Humanitas, les choses de la culture, tout cela existe pour le mystère. Un mystère qu'il est impossible de falsifier, le mystère du vivant. En effet, la civilisation n'est en rien quelque chose de solide extérieur à nous, et la substance de ce rêve est le mythe, une interprétation imaginative de l'existence, la perception et non la solution du mystère de la vie humaine. Merci.